Bien voilà, bienvenue dans le ZCL News. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures comme tous les jours, du lundi au vendredi. On va recevoir dans un instant Alexandre Buc. Bonjour. Bonjour. Il fait partie d'un collectif de plaignants sur la personne qui s'appelle La Goutte d'eau. À ses côtés, Patrick Gano. Camarade. Oui, Gano avec OT, hein, pas EAU. Président de la Ligue des droits de l'homme. On parlera justement de la Ligue des droits de l'homme et tout à l'heure d'un sujet particulier pour la Guadeloupe en ce qui concerne l'eau. Muriela Aubertan Valérius sera aussi notre invitée, la directrice de l'association Attitude Médiation de la Maison de Parentalité de Basse-Terre. Ensuite, Miguel d'Auvergne, la chronique Faire Face sera avec nous. Gérard Christon, qui vient d'écrire une pièce de théâtre, viendra tout à l'heure nous en dire quelques mots. Et on va terminer avec de la danse du tango. Sandra Messino et Ricardo Salvo, maestro de tango argentin, seront en Guadeloupe. Nous allons les recevoir dans un instant. Sinon, l'actualité, c'est avec Iman News, on l'écoute. Human News. Bonjour à tous, bonjour Danick. Aujourd'hui, nous parlerons de ce concours d'éloquence qui a eu lieu sur les abîmes avec l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Nous continuerons sur les plages avec Green Days, un festival éco-citoyen qui permettait de nettoyer des plages ce week-end. Et on finira ensemble par la première édition de la Nuit du handicap qui a eu lieu sur les abîmes. Et bien sûr, on va retrouver les brèves entrecoupées d'informations. Voilà, mais on va parler de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi on va parler de l'eau. Mais avant de parler de l'eau, il y a une information qui est tombée il y a quelque temps. Alexandre Buc, vous devez être informé, puisque l'ONU s'intéresse à la Guadeloupe. Tout à fait. Donc c'est tombé assez récemment ce week-end, il me semble. Et l'ONU, effectivement, s'intéresse de près à la situation qui est catastrophique aujourd'hui en Guadeloupe et qui s'intéresse notamment au niveau des droits des enfants pour avoir un accès à l'eau. Et donc il y a une action qui a été menée également donc, au niveau de l'ONU. Il y a des films qui ont été passés également au niveau de l'ONU sur la situation en Guadeloupe avec un reportage sur un couple de Saint-Franciscains. Voilà, donc à la fois donc, au niveau local, on essaye de s'intéresser donc, aux problèmes de l'eau et de lever les problèmes que l'on rencontre tous les jours dans notre quotidien. Et également donc, aujourd'hui à l'international, effectivement, l'ONU s'intéresse de près à cette situation. Alors j'ai comme l'impression que les problèmes de l'eau sont la goutte qui en fait déborder le vase, si vous avez créé cette association. C'est tout à fait ça. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, mais effectivement, on a un collectif, c'est une plainte, on va dire, on a déposé plainte au pénal, c'est une plainte citoyenne, parce qu'effectivement, on a d'abord fait un constat d'une situation aujourd'hui qui est catastrophique malheureusement et à laquelle on est tous confrontés aujourd'hui dans notre quotidien. Et c'est un constat qui est fait vraiment sur différents niveaux et c'est malheureusement, il y a la distribution d'eau connaît une crise sévère aujourd'hui, à la fois au niveau donc, de la qualité, mais également au niveau de la quantité, d'un point de vue financier également, et d'un point de vue, on va dire, respect entre les clients et puis effectivement aujourd'hui effectivement le syndicat qui est le SMAEG, où il est assez difficile d'avoir des informations et d'avoir de pouvoir faire des réclamations. Oui. Et donc effectivement face à ce constat, nous il y avait deux solutions, soit effectivement c'était subir et ne rien dire et ne rien faire et continuer à subir, et nous on a préféré effectivement agir et mener une action, et pour nous la meilleure des actions c'est de mener une action au pénal. Alors où en est-on de l'affaire? L'affaire se développe. Oui. Au départ, en fait, on était 5 plaignants. Oui. Et puis aujourd'hui, on est 130. Donc c'est un travail, on va dire, au quotidien pour essayer d'avoir de nouvelles plaintes et de nouveaux plaignants. Il faut savoir que cette plainte, aujourd'hui, on a la chance effectivement d'avoir un cabinet qui est le cabinet Vigo et Maître Daoud, qui est vraiment le spécialiste, on va dire, du droit de la santé sur les questions de droit de la santé publique, et qui est vraiment un spécialiste, et qui aujourd'hui fait ça de manière pro bono, donc c'est gratuit. Et donc il n'y a pas beaucoup de risques à attaquer, parce qu'effectivement, le seul risque qu'on peut avoir, c'est de dire c'est la diffamation, c'est-à-dire que effectivement que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de quantité, que la qualité est au robinet, que effectivement l'eau est de qualité, etc. Donc voilà, aujourd'hui tous les jours on a des communiqués malheureusement
l'eau n'arrive pas au robinet. Il y a des problèmes surtout aujourd'hui au niveau de la qualité. On a pu le voir de manière régulière à Gourbert, à Saint-François, à Sainte-Anne. Et nous, quand on a déposé plainte, il faut savoir que cette plainte, à l'origine, il y a quelqu'un qui l'a déjà déposée à La Réunion. Et ça a fonctionné contre la SOR. Donc c'était parti au civil. Et aujourd'hui, nous, on dépose une plainte qui est un peu différente au pénal, mais on part vraiment sur la qualité de l'eau. Donc on est remonté 5 ans en arrière pour faire toutes les analyses et regarder toutes les analyses. Donc c'est un travail qui était assez fastidieux, assez chronophage, et pour vraiment analyser les différentes analyses et les différentes bactéries qui peuvent polluer l'eau. Là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des problèmes sur la qualité de l'eau, et donc on a voulu intervenir et agir. Deux questions avant de passer la parole à M. Gano. Vous travaillez avec les autres associations qui se battent depuis plusieurs années pour l'amélioration de la qualité et de la production de l'eau, ou Goutte d'eau est toute seule? Alors, on a vraiment voulu aujourd'hui faire une action, vraiment, le mot qui convient pour moi, c'est une action citoyenne. Oui. Donc, on n'a pas voulu, effectivement, aujourd'hui, il y a différentes associations sur les différentes, on va dire, territoires de la Guadeloupe, aussi bien sur Basse-Terre que sur la Grande-Terre, et qui font très bien le job. Maintenant, on a voulu vraiment plutôt faire quelque chose de citoyen, de ne pas avoir de connotation avec une association. Il y a certains dirigeants d'associations qui sont aujourd'hui qui font partie de la plainte. Oui. Voilà, donc, et on enjoint toutes les associations à venir venir déposer plainte également. Voilà, on veut vraiment aujourd'hui, il y a un droit fondamental, c'est d'avoir une distribution, avoir un accès à l'eau, et on voulait pas créer une association en plus. Voilà, donc il y en a déjà qui sont déjà sur le territoire, qui le font très bien. J'en fais partie d'une aussi, donc voilà. Mais on a vraiment voulu axer ça sur une action citoyenne, et que tout le monde puisse se joindre à la plainte en se disant effectivement qu'il y a des choses qui sont pour nous graves au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de la quantité également, parce qu'on a régulièrement malheureusement des coupures, et on a voulu faire en sorte de pouvoir ouvrir ça au maximum de personnes, et de manière de simplifier la chose. Aujourd'hui, il y a simplement un formulaire à remplir pour pouvoir se joindre à la plainte. Ça prend 5 minutes. Il est ici, il tient sur une page, et ça prend réellement 5 minutes. Et donc qui est visé par la plainte directement? Qui est visé aujourd'hui, le but de cette plainte-là, c'est vraiment de savoir, de comprendre pourquoi on est arrivé dans une telle situation. Je ne vais pas revenir aujourd'hui, vous faites souvent des émissions sur l'eau, mais aujourd'hui, on est quasiment un territoire qui si on fait un ratio par rapport à la taille du pays, on est capable de produire beaucoup plus d'eau que la production est supérieure à la consommation. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas d'eau au robinet. Oui. On a une production il y a des fuites incroyables. Il y a des fuites incroyables. Il y a 60% de l'eau qui n'arrive 40% de l'eau arrive, voilà. Oui. Et 60% disparaît dans la nature. Oui. Et donc, c'est une situation qui est comme un peu ubuesque. Et donc, effectivement, voilà, on a vraiment voulu nous se dire, cette situation ne peut plus perdurer, et il y a quand même des responsables de cette situation. Et donc, le but de cette plainte, effectivement, c'est d'aller chercher les responsables. Parce qu'effectivement, il y a à la fois au niveau de la qualité et de la quantité, il y a du chlordécone également dans l'eau, il y a la turbidité également. Il y a aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aluminium également qui est dans l'eau. Oui, l'eau était interdite. On a vu ce qui s'est passé dans la Riviera. Oui. Voilà, la Riviera. On a aujourd'hui une population malheureusement qui est avec un fort taux de dialyse, et l'aluminium est très mauvais pour effectivement les personnes qui ont des problèmes de reins. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, on a vraiment voulu faire une plainte citoyenne, collective, et on invite tout le monde à se joindre dans cette plainte-là, parce que c'est important aujourd'hui de trouver les responsables, et de pouvoir surtout améliorer rapidement la situation que l'on connaît malheureusement actuellement. Alors, on souhaite bonne chance, parce que la question de l'eau en Guadeloupe, elle date. Hein. Bon, alors, Patrick Gano, merci d'être avec nous. Je pose quand même la question, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que la question de l'eau en Guadeloupe, qui est évoquée à l'ONU, c'est pas rien, puisque au jour d'aujourd'hui, la Guadeloupe n'est pas représentée à l'ONU officiellement. Est-ce que c'est une question de droits de l'homme aujourd'hui, cette question j'ai envie de dire, de la pourriture de l'eau en Guadeloupe? C'est-à-dire que tout ce qui concerne la santé, en général, ressort des droits humains. Oui. Voilà, donc il n'y a évidemment aucune contestation possible. Alors, ce qui se passe là, c'est qu'effectivement, on est dans un contexte international. L'ONU a été créée après la guerre, comme vous le savez, et les pays qui ont signé tous les accords, etc., sont soumis à un certain nombre de règles. Et l'ONU, qui est l'organe supérieur, de temps en temps, regarde ce qui se passe dans les pays signataires. Oui. Et quand il y a un pays signataire qui ne répond pas aux règles qu'il a lui-même signées, il se fait taper sur les doigts, si j'ose exprimer par cette image. C'est de ça qu'il s'agit. Le fait que la Guadeloupe, qui par ailleurs
Cher camarade, je connais le slogan comme quoi elle fait partie de la liste des pays à décoloniser, tout ça. Voilà, justement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, c'est que la Guadeloupe est dans l'ensemble français et que la France a des obligations à respecter. Oui. Qu'elle ne respecte pas. Elle ne le respecte pas. Voilà. C'est ça le sujet sur cette question de l'eau. Oui. Et il y en a d'autres d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même des regards qui sont posés aussi sur certaines gestions, notamment des manifs et tout. Hein. Il y a tout ça les sociétés internationales qui sont dessus et auxquelles la France a adhéré regardent tout ça. Mais sur la question de l'eau, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'en fait, et je rebondis peut-être sur la question de la responsabilité. En réalité, je pense que ce qui doit ressortir de l'action qui est menée, c'est peut-être pas de mettre à mal les responsabilités, qui fait ça, etc. Bon, c'est surtout de voir, mais quel est le processus? Pourquoi on en est là, alors qu'on est dans un pays où il y a tout un échelonnement d'autorité, il y a des gens qui auraient dû déjà intervenir. Voilà. Et je prends un exemple, puisque Alexandre l'a évoqué. Ah non, c'est pas... oh là, elle n'a pas trouvé le bon logo, là, c'est pas grave. Mais cette question de l'aluminium. Bon, en fait, c'est un produit qui est utilisé depuis longtemps pour participer à la floculation de l'eau, pour déjà faire baisser la turbidité et tout. Tout à fait. Mais on sait depuis longtemps que c'est un produit qui n'est pas très bon pour la santé. Bon, on parlait des dialysés et tout, mais en même temps, on sait très bien que l'aluminium a des incidences quand il passe dans le sang sur le cerveau. Et les risques de forme d'Alzheimer. Voilà, tout ça est connu. Bon. J'avais lu il y a déjà pas mal d'années que Jacques Chirac, qui pourtant, par ailleurs, a privatisé l'eau à Paris, enfin, il n'a pas forcément un bilan très positif. Quand la gauche est arrivée avec de l'Anoé, on est revenu à une gestion communale. Tout à fait. Mais il me semble avoir lu que lui, par contre, c'est à son crédit à ce moment-là, a fait en sorte que l'on ne traite pas, non plus par l'aluminium, mais par le fer. D'accord. Pourquoi on en est encore là à traiter d'aluminium, avec de l'aluminium, alors qu'on sait, même les casseroles, il est recommandé de ne plus utiliser la casserole d'aluminium. Tout à fait. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de choses comme ça, et je pense que si on va assez loin dans le processus qui est enclenché par les camarades du collectif de la Goutte de l'eau, c'est aussi pour mettre tout ça sur la table et dire, bon, il faut qu'on change. En prenant des mesures, des solutions intermédiaires, mais d'aboutir à quelque chose de pérenne. Je pense que c'est ça le plus important. Parce que j'étais au congrès la semaine dernière, bien sûr on évoque le problème de l'eau, mais enfin c'est au fil de l'eau, quoi. Je veux dire, il n'y a rien vraiment de concret, à part cette plainte-là aujourd'hui et des actions des associations. On ne sent pas que ce soit une problématique qu'on a envie de résoudre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chaque année, à chaque congrès, à chaque élection, tout le monde se dit, oui, nous allons régler le problème de l'eau, mais en fait, ça reste à la surface. Et sur le plan local, Alexandre ne l'a pas évoqué, mais tout de même, le procureur de la République s'est saisi du dossier et a transmis au pôle santé-environnement qui est basé à Basse-Terre. D'accord. Et il s'est même fendu d'un bel article dans France Antilles. Oui, tout à fait. C'est important, si je peux rajouter, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une action en justice, mais aujourd'hui, c'est à ma connaissance, c'est la première fois que l'on va être interrogé par des officiers de police judiciaire, de la gendarmerie, pardon. Voilà, par rapport effectivement... Parce qu'il y a eu plein de scandales. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé il y a 10 ans à peu près, avant même à l'époque du SIAG déjà. Il y a eu plein de scandales à propos de l'utilisation des fonds destinés à l'eau. Normalement, on dit que l'eau paie l'eau, mais l'eau ne payait pas l'eau, l'eau payait du consultant et autres. C'est ça le problème. On a l'eau la plus chère de plus, et de plus mauvaise qualité. Alors, je reviens vers vous, Patrice Cano. Alors, il y a une actualité quand même de la Ligue des droits de l'homme en Guadeloupe en ce moment. Ah ben, une actualité, elle est passée, chers camarades, parce qu'en fait, effectivement, on a pu avoir la présence chez nous du président national. Tout à fait, oui.
avec lequel on a eu l'occasion de discuter avant même son élection, oui. qui s'est confirmée au congrès suivant, et puis on a eu quelques zooms avec lui. Et c'est vrai qu'on a trouvé important tout ce qui se passe, qu'il puisse venir, même si, vu son calendrier, ça a été très très bref, oui. Mais notamment permettre d'avoir une conférence débat qui s'est déroulée ce samedi à l'université. Oui. D'ailleurs, on a été concurrencé par le concours d'éloquence qui se passait dans l'amphi d'à côté. C'était pas aux Abîmes, mais c'était à côté, le même UFR. Voilà. Mais bon, on a eu une conférence débat qui a été très très riche, même si, bon, comme toujours, il y a beaucoup de sollicitations. Le samedi matin, on aurait préféré avoir plus de monde, oui. Mais c'était vraiment un très très grand moment d'échange sur tout l'ensemble du questionnement sur les droits humains. Oui. Alors, est-ce que globalement, j'ai pas envie de dire le bilan, mais le diagnostic des droits humains en Guadeloupe, comment voit la Ligue, vous appréciez un petit peu ce qui se passe dans ce territoire depuis quelques années? Ben, il y a beaucoup de... Alors, là, c'est typiquement tout ce qui concerne l'environnement et la santé. De toute évidence, les droits ne sont pas respectés. Mais la question n'est pas visiblement... quand je discute personnellement, par exemple, avec des gens que je rencontre, etc., c'est pas vu sous l'angle des droits humains. Oui. C'est tout de suite... et c'est très sectorisé, très partialisé. Oui. Ce qui fait que on arrive à cette espèce d'émiettement où finalement, on n'arrive à rien. Il y a beaucoup de positionnements. Ouais, il faut faire ci, on crie, machin, mais bon, on va pas plus loin, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que quand les initiateurs du collectif La Goutte de l'eau ont sollicité la Ligue, au niveau national, évidemment, oui, parce que la personnalité morale, elle est au niveau national. Hein, les sections n'ont pas de personnalité morale. On a été questionné par le service juridique de la Ligue sur le principe. Réponse, on y va. Oui. Et en plus, alors pour la petite histoire, l'avocat Daoud, maître Daoud, qu'Alexandre évoquait, qui est venu d'ailleurs il y a quelques jours, on a eu une conférence le 28 avril, si ma mémoire à la Rotonde à Saint-François, et notre président Patrick Baudouin, ils se connaissent très très bien. Et c'est pas un hasard si effectivement la mayonnaise a pu monter et si la Ligue est partie prenante avec son sujet pour intervenir, qui est sur la question de la dignité humaine. Oui. Puisqu'il est indigne qu'on puisse héberger des personnes dans un appartement où l'eau n'est pas potable. Il est indigne que l'on fasse venir des élèves dans une école alors que l'eau n'est pas... Parfois, il n'y a même pas d'eau, mais l'eau n'est pas potable. Enfin, si vous voulez, c'est sur ce chapitre-là, justement, parce que pour le reste, ce sont, comme le rappelait Alexandre, ce sont des individus, des personnes qui vont chacun porter plainte. Oui. Et là, par contre, la Ligue intervient sur une thématique bien précise sur laquelle elle peut intervenir dans ce dossier-là. Alors, est-ce que la Ligue est intervenue quelquefois sur la situation des travailleurs immigrés, enfin, je dis entre guillemets, haïtiens qui sont ici et quelquefois qui sont en grande difficulté quand ils arrivent clandestinement, enfin, etc. On est très, très, très fréquemment, effectivement, sur ce registre-là. Généralement, on n'est pas seul, d'ailleurs, fort heureusement. Hein, on se retrouve souvent dans des grands groupes avec d'autres camarades, y compris les syndicats, d'ailleurs. Et c'est pas une seule fois où il y a eu des sortes de meetings, on va dire, devant la sous-préfecture, où parfois on est carrément invité à débattre avec l'autorité. Et notamment... on a eu, après les cyclones, où la situation s'est aggravée, à dire mais il y a un problème. Et c'est là que, personnellement, moi, j'ai appris que le bureau de Basse-Terre des étrangers avait été fermé et que tout était regroupé à la préfecture. Donc là aussi, on n'arrête pas de dire mais attendez, il y a un problème. Cette façon de tout orienter vers le numérique pose de grandes difficultés aux étrangers qui veulent faire les démarches tout à fait normales, tout à fait légales. Et on intervient régulièrement là-dessus, bien évidemment. La Ligue a les moyens de se faire entendre, de se faire écouter Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand il y a des actions comme celle-là, souvent, la suite, il y a des choses qui s'améliorent et tout, mais il faut revenir sur le chantier régulièrement, oui. Et donc... alors, il y a cette situation en Guadeloupe, mais au niveau international, la situation en Haïti, elle est compliquée en ce moment. Alors là, j'ai presque envie de dire joker, hein, parce que là, c'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Et en même temps, si vous voulez, on a l'impression qu'il y aurait nécessité une intervention internationale, sauf que les précédents
Ça n'a jamais rien donné de concret. Voilà, ça n'a pas toujours été... Et la situation se dégrade, continue de se dégrader. Complètement. Et c'est vrai que là, il y a des choses comme ça dans le monde où on ne voit pas la solution, quoi. Oui. Très honnêtement, je ne vais pas raconter d'histoire, dire bon, on y va, etc. Parce que analyser la situation pour être en mesure de proposer des solutions qui tiennent la route, ce n'est pas évident, franchement. Je reviens vers M. Buc. Donc, vous avez porté cette plainte, d'accord, vous la suivez, mais j'ai envie de poser quand même la question. Vous êtes optimiste? Et il faut. Il faut. Non. Compte tenu des lenteurs de la justice, vous savez, le ministre de la Justice était ici il y a pas longtemps, moins de mois. En interview, il disait que oui, qu'on allait donner les moyens, etc. Mais ça va accélérer, ça va accélérer. Non, pour nous, c'est la seule façon de pouvoir agir, c'est de mener une action en justice. Oui. Voilà. Après, la justice, nous, on a confiance en elle. Oui. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas juriste, donc il y a des décisions par moments qui peuvent paraître un peu contradictoires. Maintenant, nous, on a confiance en elle. On a vraiment un bon dossier parce qu'on a vraiment bien étudié, on a bien analysé donc, les différentes analyses. Je me répète, mais des analyses d'eau. Et donc, on est confiant. On a vraiment un très, très bon avocat. Donc, on a toutes les cartes en main pour pouvoir que cette action aboutisse. Oui. Maintenant, c'est sûr et certain que, vu l'urgence aujourd'hui au quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens et le temps de la justice qui est beaucoup plus long, oui, effectivement, il faut être un peu patient. Mais pour nous, c'est important de pouvoir le faire. Et j'oserais dire même c'est quasiment la dernière fois qu'on peut le faire parce qu'effectivement après il y aura des prescriptions qui vont se mettre en place et on ne pourra pas remonter non plus 10 ou 15 ans en arrière. Donc c'est important de le faire maintenant. Alors la dernière question, les Guadeloupéens qui vous épousent, vous avez dit que vous avez plus d'une centaine de plaignants. Est-ce qu'il y a encore possibilité de se plaindre aux gens qui nous regardent et qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous leur dites? À tout moment, rejoignez-nous. À tout moment, vous pouvez nous rejoindre. Aujourd'hui, effectivement, on est parti à 5. Maintenant, on est 130. On aimerait bien être 5 000 ou 10 000 ou 15 000 au vu de l'étendue des problèmes rencontrés par tout à chacun. Le nombre va peser, c'est ça? Et le nombre va peser. Ouais. Le nombre va peser. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et plus on mettra, entre guillemets, de pression. Il y a une adresse, un contact? Alors, on a un contact, oui. Alors, on fait tout par mail. Oui. C'est recours h2o@gmail.com. Alors, recours H2O, oui. H2O, recours avec un S à recours, oui. h2o@gmail.com. Les gens qui se plaignent, et la Ligue des droits de l'homme va lâcher l'affaire? Ne va pas lâcher l'affaire? Pas du tout, non. Oui. D'ailleurs, je compte bien que l'ensemble des membres participent à titre individuel. Oui. C'est bien de ça qu'il s'agit. Bon. Oui. Écoutez, on vous remercie d'être venu. Et puis, de toute manière, nous-mêmes, on a une émission chaque vendredi avec nos amis Jacques Esmar où on pose les problématiques et on ne lâche pas l'affaire, mais on ne sent pas l'évolution. Je peux vous dire que depuis 2 ans, on ne sent pas... Il y a des gouttes d'eau, c'est bien le cas de le dire, mais l'océan reste encore... Le chemin sera peut-être encore long, mais aujourd'hui, on a confiance, on a bon espoir. Et voilà, je disais tout à l'heure, on va se faire entendre par des officiers de police judiciaire. C'est la première fois qu'il y aura ça, qu'un citoyen va se faire entendre aujourd'hui dans ce contexte-là et pour l'eau. Voilà, donc, et c'est important de... Si je peux ajouter quelque chose, effectivement, c'est une question de savoir comment monter un dossier et d'avoir toute la technicité pour le faire. Oui. Il y a un exemple qui est très clair, c'est ce qui s'est passé pour l'épandage aérien. Il y a un dossier qui a été très très bien présenté, d'ailleurs par quelqu'un qui fait partie de la Guadeloupe maintenant, oui. et qui a abouti à ce que le tribunal administratif casse l'arrêté préfectoral de dérogation. D'accord. On y est arrivé. Donc, je veux dire, c'est ça. L'important, c'est d'y aller, d'être suffisamment nombreux, mais qu'il y ait une technicité au niveau du dossier à monter. Ce dossier-là me fait jurisprudence. Maintenant, l'épandage aérien est interdit partout. Voilà. C'est possible. Et à La Réunion, excusez-moi, je vous coupe, mais à La Réunion, ils ont gagné également. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Donc, ça fonctionne. Voilà. On le souhaite pour nous, en tout cas. On revient rapidement à l'actualité. Tout à l'heure, Patrice en parlait. Le concours d'élégance des jeunes talents avec l'appel s'est déroulé ce week-end. On regarde le reportage de Jeff Taylor. C'est parti. Depuis le mois de janvier, nos élèves sont coachés, suivis et aussi par leurs enseignants de lettres, les enseignants d'éducation musicale pour les préparer. Même s'ils ne chantaient pas, il fallait les permettre de savoir bien utiliser leur voix pour déployer leur discours ce matin. C'est vrai qu'on a eu des coachs de qualité avec Madame Venutolo, Madame Adélaïde, Monsieur Arnel, et Madame Arnel également pour les coachs théâtraux. Donc on voit ce matin le résultat de toutes ces séances de coaching qui ont donné
une superbe édition du concours d'éloquence. C'était un peu stressant au début. Il y a beaucoup de filles, de femmes qui ont peur de dire ce qu'elles ressentent au fond de leur cœur. Et vraiment, moi, ça m'a marqué parce que moi, tout ce que moi j'ai à l'intérieur, j'évacue. Donc, ce que les femmes ressentent, je veux faire comprendre qu'il faut arrêter et qu'elles parlent, qu'il ne faut pas être dans le noir toute seule. Je pense que le jury sera embarrassé. Comment trouver parmi ces enfants, parmi ces pupitres, eh bien, ceux et celles qui vont gagner à leur niveau, en fait, ce concours d'éloquence. On a vu des élèves bien préparés, des élèves engagés, avec quelquefois des discours très percutants, surtout pour des jeunes, des jeunes de 6e. Ils ont osé aborder des thématiques qui font société aujourd'hui, la fin de vie, l'avortement, la liberté, et puis des thèmes un peu plus d'actualité avec les réseaux sociaux et la haine qui envahit ces réseaux sociaux. Ça renvoie à l'éducation qu'on doit faire à nos jeunes, comment s'approprier les réseaux sociaux, comment faire le tri dans les informations aujourd'hui et comment ne pas se laisser abuser par ces réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui se font harceler. Moi, je me suis fait harceler du CM2 jusqu'à la 6e. Et on se rend compte que ils s'arrêtent seulement parce qu'ils sentent qu'ils vont avoir des problèmes, parce que sinon ils continuent à faire ça toute leur vie. Et la plupart du temps, les harceleurs ont été harcelés avant. C'est une très belle manifestation et je tenais à être présente parce que je sais à quel point c'est important de savoir s'exprimer. Et j'ai été agréablement surprise des talents de notre chère Guadeloupe. On a des enfants qui sont intelligents, qui ont de la poigne, qui sont très éloquents aussi, qui savent débattre sur leurs propres idées, avoir des arguments. Et je trouve que c'est impressionnant. Alors je dirais que la relève est vraiment assurée. On va commencer dès le primaire l'année prochaine. Donc ce sera une édition encore plus formidable puisqu'on aura des enfants à partir du CM1, donc à partir de 10 ans. Je dis que j'ai appris beaucoup. Ce sont des enfants d'avenir. Ce sont des enfants qui sont très dynamiques. Ce sont des enfants qui ont parlé en fait à leurs parents aujourd'hui. Une très belle édition, bien sûr. Suivant la prochaine, il est 12h57, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités et la suite de l'information avec Iman News. À tout à l'heure. Voilà, il est déjà 13h03. Nos deux prochains invités sont arrivés, même prochaine, Mirella Robertan, Valérius. Bonjour, c'est le nom qu'on m'a donné. Hein. Alors qu'est-ce que j'enlève? On peut enlever le début, ça. On va raccourcir. D'accord. Et Miguel d'Aubergne, bonjour. Bonjour. Et là aussi, c'est une chroniqueuse, on va en parler tout à l'heure. Et avec Madame Aubertan, on va parler de la sexualité entre développement, normalité et limite dans un instant. Mais pour l'heure, on revient à l'actualité avec Iman News. Et c'est l'heure de faire un retour sur l'actu et nous donner la première brève de la journée. C'est parti. Oui, retour sur l'actualité avec le concours éloquence qui a été organisé pour les jeunes talents avec l'APLE. Nous allons parler ensuite de Green Day Festival, sur un festival éco-citoyen pour permettre de nettoyer et de trier les déchets, ainsi que de la première édition de la Nuit du handicap qui a eu lieu aux Abîmes. Mais parlons ensemble de quelques brèves. Est-ce que la France sera consacrée République bananière de l'année? C'est une question qu'on peut se poser en lien avec le fonds Marianne et les perquisitions qui ont eu lieu ce matin. Quelques soupçons de détournement de fonds publics sont en cours. Et ce fonds Marianne, on va revenir juste pour parler de ce fonds qui visait à financer des initiatives qui promouvaient les valeurs de la République en combattant le séparatisme en ligne. C'est un fonds qui a été créé en 2021 avec une enveloppe de 2 millions 5 d'euros. Et donc Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État à l'économie sociale, va être entendue demain en lien avec cette enquête du Sénat. On va voir le sujet du jour qui est Green Day Festival, un festival éco-citoyen qui mettait en lumière la biodiversité, le tri et le ramassage des déchets sur 4 sites de plage. On voit le reportage d'Olivier Moradel. Dans le cadre des grandes opérations des Green Days qui ont lieu presque sur toute la semaine, un peu partout en Guadeloupe. Et donc aujourd'hui dimanche, c'est les ramassages de déchets sur les plages qui sont mis en avant sur 4 sites. Et donc nous, on est ici sur la plage des Alizés au Moule pour participer avec tout volontaire qui veut venir
à une grande collecte générale, un tri des déchets, on pèse, on essaye d'identifier voilà, tout ce qu'on trouve et sensibiliser au maximum les gens qui viennent nous voir. Nous organisons un éco-festival qui est le premier éco-festival de DJing de la Caraïbe et ça nous tient à cœur de participer à des actions donc, sur le territoire car au-delà d'être un festival, nous sommes une initiative globale. Le West Indies Green Festival est une initiative éco-citoyenne. Nous travaillons avec les différentes parties prenantes du territoire sur les thématiques de la préservation de la biodiversité, également sur les enjeux d'évolution du climat. On le voit bien aujourd'hui, le climat des Antilles change et ça passe également par des actions concrètes. Ça fait un petit moment que je voulais participer à ce genre d'action, donc j'ai sauté sur l'occasion. Des types d'actions comme ça devraient se faire plus souvent parce qu'on passe aujourd'hui, mais demain, il y aura peut-être encore voire plus de déchets. Donc une action comme ça devrait se faire plus régulièrement. À chaque fois qu'on arrive sur une plage, il y a systématiquement des déchets. Je veux dire, avec les marées ou avec des pique-niques le week-end, on pourrait venir, je pense, tous les jours. Il y aurait toujours des déchets, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce type d'événement permet aussi de sensibiliser la population à ça. Et ensuite, on fait des collectes régulièrement au cours de l'année. Il faut nous suivre sur les réseaux pour voir un peu quand est-ce qu'on fait ça. Mais il y a toujours plein de choses à ramasser. J'aime les plages, j'aime les rivières de la Guadeloupe. Donc du coup, je participe aussi au nettoyage. Voilà, on revient aux femmes et on parlait de la sexualité entre développement, normalité et limite. Et pour ça, nous avons avec nous Madame Mirella Valerius. J'ai bien dit? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, donc il va y avoir une journée d'études sur ça. Pourquoi? Alors, c'est vrai que l'association Attitude Médiation, dans un cadre général, on nous connaît plus sur tout ce qui est médiation familiale, espace de rencontre, donc maintien du lien intrafamilial, les conflits intrafamiliaux. Mais c'est vrai que nous mettons aussi beaucoup d'actions en place autour du développement de l'accompagnement des familles, notamment sur des problématiques qui sont aussi d'actualité, donc notamment la question de la sexualité, donc qui est encore un tabou dans le département. Et cette question de la sexualité, elle sera abordée sous diverses formes lors de cette journée d'études. D'abord, le développement, parce qu'on va parler du développement de la sexualité chez les enfants, chez les ados, chez les moins et plus jeunes aussi, donc parce qu'on va parler de la sexualité chez les aînés, on va parler de la sexualité dans le couple, la communication dans le couple, et ensuite, dans l'après-midi, nous allons aborder la sexualité, mais sous un autre angle, donc avec la question des limites. Donc, qu'est-ce qu'il est admis? Des limites. C'est quoi les limites de la donc, sexualité? jusqu'où on peut aller dans le couple, justement, dans la sexualité. Ce sera jeudi après-midi, ça? Jeudi après-midi, tout à fait. Donc, sur la notion de consentement, la notion de viol dans le couple également seront abordées dans le cadre de cet après-midi. Et aussi la question, bien évidemment, de l'inceste qui peut aussi être très, très, très importante. C'est vrai que les problèmes d'inceste n'étaient pas évoqués il y a quelques années. Aujourd'hui, ça remonte de plus en plus. Ça remonte de plus en plus et on s'aperçoit qu'il y a des difficultés non seulement dans le cadre familial, mais aussi à l'extérieur du cadre familial. Et on s'aperçoit aussi que même dans certaines situations, la part que prend la sexualité chez les jeunes peut entraîner aussi des comportements qui peuvent être déviants. Donc, c'est travailler un petit peu sur tous ces aspects-là. Ça ont été des violences aussi sexuelles? Voilà, donc ça va être abordé donc jeudi après-midi, puisque nous aurons en matinée plusieurs intervenants qui vont nous accompagner sur cette matinée, donc notamment le docteur Marie-Lise Salin, qui est psychologue, qui est docteur en psychologie clinique, donc qui a l'habitude de travailler avec les jeunes, avec les ados. Nous aurons Mesdames Popote et Navraire qui vont nous faire une intervention à double voix sur l'épanouissement sexuel. Nous aurons également Madame Migerel dans l'après-midi qu'on ne présente plus, que l'on ne présente plus sur les mythes et tabous liés à la sexualité. Monsieur Tolly, qui est ancien directeur d'EHPAD et qui est psychologue, interviendra également sur la sexualité des âgés, dont on ne parle très peu. Nous aurons avec nous dans l'après-midi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Nous aurons Madame Morton qui représentera la Cour d'appel de Basse-Terre. Et nous aurons également l'association Initiative France Victimes qui a accepté également de participer sur cette journée. Alors, on va avoir une journée d'études. C'est sûr que les thématiques sont très importantes, mais cette journée d'études sera ponctuée également par des petites pauses un peu artistiques, humoristiques, donc notamment avec Pascal Moesta et l'une de ses collaboratrices en matinée, donc sur la question de la sexualité dans le couple. Et l'après-midi, nous aurons avec nous Rachel Allison qui viendra soutenir cette action que nous mettons en place jeudi. Sans oublier
à la petite pause méridienne entre midi et 2, une petite pause avec de la sophrologie, une petite initiation à la sophrologie, ça fait toujours du bien après avoir déjeuné. Quel est, Myrila, l'objectif de l'association Attitude Médiation en organisant ce Sexual Show? Alors, l'objectif, c'est vraiment de faire remonter toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le cadre de notre pratique au niveau de l'association, au niveau de notre travail de médiateur familial. Donc, toutes les difficultés, tous les tabous, tout ce qu'on peut entendre ou voir des familles que nous accompagnons, mais aussi dans les établissements scolaires, les jeunes, ce qui nous font remonter, qui sont liés à ces problématiques-là. Donc, c'est vraiment de la sensibilisation, puisque ce n'est pas un champ sur lequel Attitude, c'est ouvert au grand public, aux professionnels, à tout le monde. Donc, il suffit de s'inscrire. Donc, il y a encore des places qui sont disponibles. Donc, je donne le numéro 05 90 83 23 04 et 05 90 32 46 19. Donc, le numéro d'appel où les personnes peuvent encore s'inscrire pour cette journée d'études. Alors, je vois même qu'il y a des transports, des possibilités de transport. Oui, tout à fait, puisque ça va se dérouler à l'Urma de Saint-Claude. Donc, on sait que le matin, très tôt, il peut y avoir des personnes qui sont un peu réticentes à prendre leur véhicule pour éviter les embouteillages. Nous avons mis en place un système de navette donc, qui partira de Chanzy à 6 heures avec une possibilité de ramassage sur la plage de Viard et aussi à la Cassavrie de Capesterre. Alors, ça signifie, en organisant une pareille journée, qu'il y a un réel problème, la sexualité en Guadeloupe aujourd'hui? Alors, on va dire qu'on veut alerter et qu'on veut sensibiliser. On veut alerter, on veut sensibiliser et on veut informer surtout, puisque la première partie de la matinée, ça va être surtout de l'information sur les questions de sexualité, l'importance de la sexualité aussi, parce que la sexualité, ce n'est pas que négatif, il y a aussi des points positifs, donc notamment dans le couple. Donc, qu'est-ce qui est possible de mettre en place? Donc, comment ça peut se dérouler? Donc, comment ensemble on va pouvoir échanger autour de cette question dans le couple, dans la matinée. Donc, ça va être de l'information, de la prévention et de la répression aussi. Mais donc, ça signifie qu'en réalité, une telle intervention vient après j'ai envie de dire, je sais pas moi, des choses qui sont remontées quand même, des faits où vous avez lu, où on est venu vous dire telle chose, etc. Beaucoup de choses qui sont banalisées, beaucoup de comportements, beaucoup d'attitudes, beaucoup de questionnements, beaucoup de discours aussi qui sont banalisés dans les familles, qui sont banalisés par les enfants, les ados, et qui sont banalisés dans le couple aussi. Oui. Au niveau de l'école, je pose la question, comment ça se passe au niveau de l'éducation sexuelle? Est-ce que ça fonctionne bien? Alors, ce n'est pas un champ sur lequel on intervient. C'est pas votre registre. Donc, au niveau de l'établissement scolaire, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, que ce soit par des associations partenaires, la maternité consciente, il y a d'autres associations qui interviennent. La médiation n'intervient pas là-dessus. La médiation n'intervient pas là-dessus. Nous, les actions que nous mettons en place dans les établissements scolaires, ce sont plus des actions autour de l'estime de soi, autour du décrochage scolaire avec les élèves. Et quand on parle d'ateliers d'estime de soi, quand on parle d'ateliers de communication, mais effectivement, là, les élèves nous font remonter un certain nombre de choses. Merci. Donc, rendez-vous jeudi 15. Jeudi 15 à 8h30 à l'Urma. Oui, à l'Urma de Saint-Claude. Les gens qui ne savent pas, il faut prendre la route de la région. On dépasse la région. Mais le plus simple, c'est de s'inscrire au préalable. Oui, et puis on se retrouve. Voilà. Merci d'être venu nous dire tout ça. Merci pour l'invitation. Qui a changé de nom. On se tourne vers Miguel. Bonjour. Bonjour. Et elle va aborder un sujet qui n'est pas très loin de ce dont on parlait. Nous rentrons dans une tranche d'âge de votre vie de 14-18 ans, c'est bien ça? C'est cela. C'était loin des violences sexuelles et physiques. Oui, totalement, totalement. Je rappelle juste que j'ai vécu 33 ans de vie de violence, toutes violences confondues. Et effectivement, si je reviens un petit peu, je disais au préalable que ma mère me battait vraiment pour un tout, pour un rien. Et qu'elle s'était, on va dire, la haine, la violence. Je pense qu'elle avait beaucoup de ressentis négatifs par rapport à sa vie, puisqu'elle a été, d'après mes dires, violée à l'âge de 16 ans. Donc on revient toujours sur les choses dont on ne parlait pas il y a très longtemps de cela. Et je pense que sa vie a été brisée et que le fait de cet enfant qui arrive... elle a reporté toute cette souffrance aussi sur moi. Et je pense que c'est souvent ça. Je pense que c'est vraiment un problème de transfert de violence, de souffrance, puisque soi-même, on ne veut plus la supporter pour soi-même, parce que c'est difficile, c'est dur, donc on la transfère sur les enfants, sur le mari, sur la femme. Et c'est vrai que c'est pas un sujet, enfin, c'est pas une attitude, c'est pas la meilleure attitude, en fait.
Oui. Parce que c'est une attitude de destruction, malgré tout. Alors, Miguel, quand la chronique s'appelait « Je me croyais enfin libre », ça signifie quoi, enfin libre? Parce que je pensais fuir les violences sexuelles, physiques et autres. Et du coup, je me suis pensé le fait de quitter mon île. Ma tante avait besoin d'une cousine, donc j'ai été choisie. Et donc j'étais heureuse parce que je me disais super, enfin, je vais avoir 14 ans, je vais pouvoir enfin sortir de tout ça. Et puis je me suis retrouvée à penser que je serais à Paris, Tour Eiffel. Enfin, vous savez, il y a 40 ans de cela, on pensait tous, on parlait de la France, on voyait tout de suite les Champs-Élysées, les lumières et tout ça. Et puis du coup, je me suis retrouvée à 80 km de Lyon, en pleine campagne, avec les vaches, la plaine, le silence. Et là, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi ma tante a eu besoin d'avoir une cousine. Et donc, la liberté a été juste un soupçon. Ça a été vraiment le temps du voyage et le temps d'arriver. Parce qu'après, ça s'est dégradé. Vous avez subi des violences? Alors oui, pas de violence physique, pas de violence sexuelle, mais là, c'était vraiment des violences psychologiques, c'était vraiment verbal, c'était des paroles, on m'a même traité de singe, j'ai subi du racisme. Donc vous avez l'âge de 14 ans, vous êtes en pleine adolescence, l'âge, voilà, le corps change. Et avoir subi tout ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je faisais là et pourquoi encore je subissais encore des violences? Et donc j'ai compris que c'était des dénigrements, que c'était par rapport à moi, par rapport à ma couleur de peau peut-être. Je suis arrivée dans une campagne avec des blancs, si je puis dire. Et là, ma cousine était métisse, blonde. Donc on ne voyait pas du tout si c'était métisse, si c'était noir ou pas. Et mon oncle était chabin, clair. Donc là aussi pareil, il n'y avait pas de noir foncé de couleur. Et j'ai continué en fait à prier beaucoup parce que je me disais que c'était pas possible que je puisse quitter une île avec de la violence pour aller sur un continent où il y avait de la violence. C'était pas possible. Je me suis dit que la violence me poursuivait. Et j'ai commencé vraiment à me replier sur moi-même, à beaucoup pleurer, me demander pourquoi je subissais ça. Jusqu'à un moment donné où j'ai voulu mettre fin à ma vie. Et à l'âge de 15 ans, alors c'est vrai que c'est une période de ma vie où j'ai toujours cru que c'était un rêve. Et en fait, je me rends compte que c'était pas du tout un rêve parce que j'avais pris des médicaments et en fait, j'ai eu un tunnel blanc. Enfin, j'ai vu une lumière, vraiment une lumière magnifique. Et en fait, au loin, il y avait un homme. Il était grand. Il était habillé de blanc. Il avait des cheveux, mais vraiment, je ne voyais pas son visage. Et je me rappelle d'une chose, c'est d'avoir pris sa main, parce qu'en fait, il me tendait sa main, et là, il me dit « réveille-toi ». Et là, c'est un nouveau souffle, c'est vraiment comme si je sortais, vous savez, voilà, vraiment, c'était ça. Et je me suis demandé ce que je venais de vivre. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire, parce qu'il y a des gens qui l'ont rencontré, et je vous assure, je suis de chair et d'os, tout va bien. J'ai rencontré Jésus, vraiment, c'était lui. Et je pense qu'il n'y a que lui qui peut avoir cette action de miracle sur soi. Voilà. À partir de là, j'ai eu comme rempli de compassion. Parce que je me suis toujours demandé pourquoi j'étais comme ça. Et rempli de compassion. Et c'était la paix, j'étais en paix. Et j'ai vu ma vie vraiment différemment à partir de là. Vraiment. Vraiment. Et il y a eu la naissance du petit cousin? Il y a eu la naissance du petit cousin. C'est vrai que je m'en suis occupée comme si j'étais sa maman. Oui. Ma tante me faisait faire le ménage. J'étais considérée même comme la boniche. Et en fait, c'était du lundi au vendredi, puisque mon oncle rentrait le vendredi soir. Et pendant tout le week-end, j'avais ma place. La place de cousine, la place de la bien-aimée, voilà. Et je me suis occupée de mon cousin jusqu'à l'âge de 4 ans, jusqu'à ce que ma tante soit battue par son mari, dégringole, se casse la jambe et le bras. Et donc, à partir de là, sa vie a changé, mais bon, c'est une autre... voilà. Donc, la violence était toujours là, quand même. C'était très insidieux. Oui, c'était très, très insidieux, parce que les choses sont dites en douceur. Les choses la violence... la violence verbale, c'est quand on vous dit tu n'es rien, tu ressembles à rien, sauf si vous l'enregistrez au moment où vous le dites pour dire voyez ce qu'on m'a dit, vous pouvez pas l'exprimer à part redire ce qu'on vous a dit. Et ça vous fait mal au plus profond de vous-même. Alors que lorsque vous subissez une violence physique ou sexuelle, c'est votre corps qui prend. Votre corps prend et il y a des
des traumatismes, il y a des traces. Il n'y a pas de traces, en fait, quand on vous parle. Voilà, c'est très important et c'est très insidieux. Et c'est vrai que c'est pour ça que beaucoup de personnes savent que lorsqu'ils ne sont pas pris, parce qu'ils vont vous dire du mal, eh bien, il faut le prouver. Et c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, alors que le physique, c'est autre chose. Alors, lors de la dernière chronique, vous aviez dit que le remède à tout ça, c'est l'amour? Oui, oui. Tu t'es fait juste condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure qu'on priait, ces égiles, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure trop cruel, ces égiles, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Quitter quand même, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs globalement? L'amour, moi, c'est l'amour qui m'a sauvée. D'ailleurs, j'ai un sourire grand comme ça, là, et je vous dis que vraiment, si vous y croyez, et si vous y croyez comme moi, vous vous en sortirez. L'amour existe, et je voudrais dire quand même, partager quelque chose, c'est très important. Dans la Bible, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 dit, et je le lis, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il supporte tout. » Et moi, j'ai envie de dire que garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Alors on dit que l'amour c'est le plus important, mais la patience aussi, parce que tout n'arrive pas comme ça, d'un coup d'œil. Il faut absolument être patient. Lorsque on vit des violences, on a l'impression d'être vide en soi. On se dit que personne nous aime, que si, etc., que peut-être qu'on a fait quelque chose de mal. Et du coup, on se dénigre soi-même. Alors, je vais juste dire que le cœur peut être rempli d'un petit noyau d'amour, un petit grain de sénévé, comme on parle dans la Bible. Alors, ce petit amour, il faut absolument le nourrir, le choyer. Parce que cet amour, plus il va grandir dans le cœur, plus il va prendre la place de tout ce mal qui est venu ronger le cœur. Et ce mal va être extériorisé. Et à partir de là, je vous assure que entre la prière, entre l'amour de soi, parce que du coup, on va apprendre à s'aimer au fur et à mesure, et on va apprendre à savoir que nous n'avons rien fait. C'est juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait quelque chose, on a envie que ça soit l'autre. Donc, quelque part, on repousse cette souffrance et on la plaque sur quelqu'un. Mais il ne faut pas faire ça. Au contraire, il faut aimer. Merci, Miguel. Juste un commentaire rapidement, Mirella. Qu'est-ce que vous pouvez dire à madame? Tout ce que j'ai envie de lui dire, justement, c'est que, comme elle le dit, l'amour permet de dépasser bien des frontières et je lui souhaite en tout cas de pouvoir poursuivre son cheminement et de dépasser toute cette période qui a été un peu compliquée, on va dire ça comme ça, de son passé. Et je vois que le chemin, en tout cas, est en train de se faire et que le cheminement, en tout cas, évolue positivement. Et je souhaite à beaucoup d'autres personnes qui ont vécu ou qui vivent ces situations un peu difficiles de pouvoir justement trouver elles aussi leur voix. Merci, voilà, 13h24, c'est l'heure de la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos derniers invités, Gérard Christon, qui est auteur d'une pièce de théâtre, il va nous en parler, et puis on va parler de tango tout à l'heure. Oui, Iman? Non, non, un mot à dire? Non, rien? Bon, on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Iman, ok, voilà, il est 1h33, on va saluer nos amis du tango, Sandra Messina, buenos dias. Et Ricardo Calvo, buenos dias. Bonjour. Bonjour, il parle français et espagnol, c'est mieux. Et puis on reçoit M. Gérard Christon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais avant, on fait un petit retour sur l'actualité. C'est parti, Iman News. Alors, Iman News, on va se diriger vers nos voisins caribéens.
Oui. Voisin caribéen, on parle d'Orden David, qui est un activiste LGBTQ, qui a contesté une loi anti-sodomie à Antigua et a gagné parce qu'il était persécuté dans son pays natal et il craignait pour sa sécurité. Et face à cet ostracisme, en fait, il a poursuivi le gouvernement en justice pour exiger la fin de cette loi dans son pays et il a gagné. C'était une loi anticonstitutionnelle qui, on parlait justement des violences sexuelles en lien avec la sexualité. Sur les infractions sexuelles, il était l'intimité entre deux personnes du même sexe était interdite et c'est encore le cas dans certains pays de la Caraïbe comme la Jamaïque, le Grenadine, Saint-Vincent, Dominique. Il y a encore quelques pays qui interdisent cette loi, mais peut-être qu'avec Antigua, ça fera jurisprudence. Jurisprudence, on l'espère. Voilà. Voilà, c'était la petite brève du jour. Il y en a encore une autre? Il y en aura d'autres. D'accord. Alors, je reviens donc avec Gérard Christon pour parler un peu du dernier festin des immigrés. Alors, où les reliefs du triangle? De quel triangle il s'agit? Le triangle que nous connaissons. Oui. Le commerce triangulaire. Oui. C'est le fameux triangle. Alors, comment réparti. Oui. Comment l'idée de cette pièce est venue? Eh bien, on parlait tout le temps d'esclavage, de commerce triangulaire, etc. J'ai voulu faire autre chose. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu en faire une tragédie où les gens se boiquent les uns contre les autres et expriment leur haine. J'ai voulu faire le contraire. Oui. Démontrer que dans toute cette misère, je me suis dit c'est pas possible que les gens n'aient jamais réussi à se parler ni à s'entendre. Car les esclaves sont de toutes les contrées. Mais ils se parlaient, ils se comprenaient, ils s'aidaient finalement à survivre. Et puis, il y a eu l'arrivée des Indiens, il y a eu des problèmes, bien entendu. C'est des étrangers plus cultivés, ce n'étaient pas des esclaves, c'était des salariés. Donc, mais il a fallu s'adapter. Alors j'ai imaginé que ces gens-là ont décidé de vivre ensemble dans cette misère. Voilà. C'est un conte, oui. Finalement. Alors effectivement, c'est un angle un peu particulier. Particulier. Oui. Et donc, la pièce en combien d'actes? En 3 actes. 3 actes? Oui. Alors, les personnages, dites-nous un petit peu sur ces personnages du dernier festin des immigrés. Alors, les personnages sont faciles à deviner. Oui. Il y a un colon, obligatoirement un blanc colon. Et puis il y a 2 nègres qui s'impliquent, 2 esclaves, et qui se révoltent, qui s'expriment. Ça existait aussi. Et bien entendu, il y a des femmes. Il y a une métropolitaine, une française, qui comprend le colon, mais qui après ne le comprendra plus. Elle l'observe, elle analyse, et son point de vue est toujours très bien accueilli. Et après, il y a l'indienne, qui va porter la bonne parole, venant finalement de l'Inde, et pays britannique, et elle va débarquer pour expliquer que les Indiens ne viendront pas pour combattre, mais aussi se plier aux règles qui existent et jouer le jeu. Alors, quand on a une pièce, il y a l'auteur, le dramaturge, mais aussi le metteur en scène. Oui, alors bien entendu, oui, le metteur en scène, c'est une femme qui a joué un rôle capital. Dès qu'elle a su que j'écrivais cette pièce, elle s'est intéressée, elle est venue à la maison, on a discuté, mais ça ne date pas de l'an dernier. Hein. Ah bon? C'est depuis avant le Covid. Ah, d'accord. Nous en avons discuté. Oui. Et là, tout de suite, elle m'a dit, dès que tu auras fini la pièce, je vais la monter. Il y a eu le Covid, on n'a rien pu faire. Et là, cette année, elle s'y est impliquée, mais royalement, comme une reine vraiment. Oui. Et elle m'a invité à voir la première samedi. Oui. Samedi soir, j'ai assisté. Eliane Arnel-Cancel, quand même. Oui, Eliane Arnel-Cancel, oui. Oui, on va le dire. Et donc vous ne serez pas là pour la première, mais cette pièce va continuer sa tournée? Je crois, hein. C'est elle, la metteur en scène, qui organise. Hein. Oui. Et je suis. D'accord. Avec plaisir. C'est votre première pièce? Non. Il y a eu autre chose avant? Non, j'ai écrit des pièces depuis que je suis principal de collège. Oui. J'ai toujours eu une troupe d'élèves dans le collège. D'accord. Ma première pièce, si ça t'intéresse, a été Manuel délivrance, inspiré de Gouverneur Larosé, que j'enseignais à mes élèves. Oui. Et comme ça les a intéressés. J'étais professeur de lettres, il faut le dire, au départ. Oui. En collège d'abord, puis en lycée. Oui. Mais après, j'ai eu des élèves de collège et de lycée. On a fondé une troupe. Oui. Nous avons circulé. Nous avons joué en Guadeloupe, en Martinique, à Marie-Galante aussi, ne peux pas oublier. Oui. Et les 2 plus beaux, les 2 belles tournées, ça a été Créteil. Oui. Nous étions jumelés avec le collège de Créteil. Et de Créteil, on nous a emmenés à Nantes. Oui.
fatalement. Et puis on est revenu, voilà. Vous avez assisté aux répétitions de la pièce déjà? Non, j'ai joué seulement la générale samedi soir. Samedi soir? Oui, non, mais c'est dérangeant de... Je n'aime pas. J'aime laisser la metteur en scène, qui connaît bien son métier, faire son travail tranquillement. Ça, c'est clair. Que et j'ai apprécié tout ce qu'elle a fait. Oui. Elle a même adapté certains passages. Ah oui, elle a vraiment agrémenté la pièce. D'accord. Bon, ben elle l'a enrichi. On prendra plaisir à voir ça. Ça vaudra la mardi. peine. C'est au Moule, c'est à la salle. Oui, salle Robert-Loison au Moule. Oui. C'est le premier spectacle. Le premier spectacle. Mais il y en aura d'autres. Obligatoirement. Alors, je me tourne vers nos amis du tango. Rebonjour, madame et monsieur. Alors, vous venez... Alors, je sais pas, l'histoire du tango argentin, deux petits mots quand même. Ça s'est créé en Argentine, le tango? Oui, le tango est né en Argentine, mais le tango est le résultat d'une rencontre des cultures venues de tout le monde, dans un contexte particulier, il y a plus d'un siècle et demi. Et cette rencontre des cultures dont vous parliez tout à l'heure, ces besoins de communication entre les différentes cultures qui ne partagent pas forcément la même langue, donnent comme résultat la naissance d'une musique et la naissance d'une danse qui est un langage de communication corporelle. Donc le tango est très, très proche de tout ce qui est vouloir comprendre ce que l'autre dit et vouloir exprimer ce qu'on a et les émotions qu'on a à l'intérieur. Alors, Ricardo Calvo, il est maestro du tango argentin. Qu'est-ce que ça signifie qu'on est maestro du tango? C'est beaucoup. C'est une grande responsabilité. Maestro du tango, c'est des années, c'est l'expérience, c'est le travail de 40 années. Oui, 40 années? Oui. De recherche, d'observation, d'analyse du mouvement. Et d'enseigner la culture du tango. Pour nous, nous sommes argentins. Pour nous, le tango, c'est une culture. Si? C'est une méthode de communication aussi. Et c'est une culture. Oui. Il y a une façon particulière de danser le tango. Hein. Et la raison particulière, c'est que le tango, c'est notre folklore. Oui. C'est partie de notre folklore, c'est notre culture argentine. Oui. Et bon, moi, je le danse de petit. Et on partage tout le temps avec les voisins, avec les gens qui viennent d'autres pays. Oui. Nos amis de Guadeloupe, d'ailleurs. Et pendant 30 années, on est partagé avec tout le monde parce qu'on voyage beaucoup, surtout dans l'Europe et surtout dans la France. Et on enseigne le tango et on donne des spectacles, des exhibitions, des démos, des démonstrations. Et les gens sont contents, ils participent de ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont des écoles, pas seulement des Argentins, aussi des gens de la France qui ont des écoles de tango et qui enseignent le tango. Des Européens qui enseignent aussi. Si. Vous êtes en contact avec les amoureux du tango de la Guadeloupe, Madame Million, qui vous a invité. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une fête du tango ici? Alors, ça va être, d'abord, c'est dans le souci des rencontres, il y aura les premières assises du tango argentin en Guadeloupe. Oui. Ces premières assises, c'est un appel à tous les intervenants du tango argentin qu'il y a sur l'île. Et on les appelle les tangueros, c'est ça? Les tangueros, voilà. C'est les pratiquants du tango, c'est les tangueros. Oui. Et dans ces tangueros, il y en a qui enseignent, comme dit Ricardo. Il y en a aussi qui le dansent pour son plaisir. Et ces assises sont ouvertes à tout le monde, à ceux aussi, même à ceux qui ne dansent pas. Oui. Et elles vont commencer par une conférence que nous allons donner, appuyée sur des images. C'est une conférence qui trace les dernières 100 ans du tango. Depuis les origines
Et puis, à la suite de ça, il y aura une autre conférence donnée par Viviane Mélin de France, qui est la première présidente d'association des tangos en Guadeloupe, qui va nous raconter un petit peu l'origine du tango en Guadeloupe. Et ensuite, il y aura un débat, et puis, voilà, les gens pourront participer et raconter un peu leur expérience aussi autour de cette danse qui a un caractère social très marqué, très fort. On ne le sait pas assez, mais le tango a des origines africaines aussi. Oui. ¿Quieres hablar en español y te traduzco? Sí, mismo la palabra tango. Le mot tango. Le tango es una palabra de origen. C'est un mot d'origine africaine. Y el ritmo de tango. Et le rythme du tango. Es netamente. Il est nettement en sus orígenes dans ses origines africaines. Alors, il y a une association ici qui est Milonga Negra, en fait. Oui. Milonga Negra, la Milonga Negra. Le mot Milonga aussi. Le mot Milonga, c'est aussi un mot d'origine africaine. Oui. Et donc, le tango, quand même, fête ses 100 ans, son centenaire, il a pu quand même résister à toutes les modes en Argentine. Ah, qué interesante, dice, si el tango pudo resistir a todas las modas en Argentina. Sí, justamente porque es una cultura, no es una moda. C'est justement parce que c'est une culture et ce n'est pas une mode. En una cultura intervienen muchas cosas. Una cultura tiene un sentido. Il y a un sens. Que no es un sentido comercial. Qui n'est pas un sens commercial. Es un sentido que nace de la expresión. Et ce sens vient du besoin d'exprimer, de s'exprimer. El tango fue influenciado por diferentes culturas. Le tango a été influencé par différentes cultures. Y tuvo que crear una nueva. Et il a dû créer une nouvelle. Una mezcla de todas ellas. Un mélange de toutes celles qui l'ont influencé. Una de esas culturas. Une de ces cultures. Yo creo que la más importante. Il croit que la plus importante. Ha sido la influencia de lo que nosotros llamamos los morenos, que es la raza negra proveniente de África. De ce que nous on appelle los morenos, qui est la race noire provenant de l'Afrique. Et dans les mouvements et dans la musique. D'ailleurs, on aime beaucoup venir ici en Guadeloupe parce qu'on retrouve. C'est facile d'enseigner ici. Non, c'est pas la première fois. Non, on se sent vraiment un peu à la maison. Oui. Non, mais ça va être particulier de voir des Argentins en Guadeloupe qui voient le tango guadeloupéen, entre guillemets, d'une autre manière quand même. Ça a quand même évolué, le tango. Oui, le tango a beaucoup évolué. Je ne sais pas si parfois on fait des lectures sur les tangos. Parfois, chaque culture un peu l'adapte. Voilà, apporte. Les Finlandais, ils en ont pris un peu, et les Européens aussi, et les Guadeloupéens aussi. Nous, ce qu'on fait, c'est vous dire, le tango que nous, on connaît et qui est né comme ça, est comme ça. Oui. Et après, bon, on mixe avec la culture dans laquelle il est pratiqué. Il faut quand même dire qu'il y a un groupe de Guadeloupéens qui voyagent régulièrement en Argentine et qui a contact avec les acteurs du tango là-bas, les acteurs sociaux. Oui. Bien, ben on prend les premières assises du tango, c'est ce soir. C'est ce soir, à 18h, dans la salle Ananas de l'hôtel Salaco. Oui. Et voilà. Donc, et on dansera un petit peu de tango quand même à la suite de probablement on dansera un tout petit peu, oui. D'ailleurs, nous, on danse un petit peu dans la conférence, pas dans le but de faire notre spectacle. Notre spectacle, il sera fait au long de la semaine. Mais voilà, la conférence et les assises du tango seront les débuts d'une série d'activités qui vont se faire pendant toute la semaine. Il y aura des cours de tango, il y aura des démonstrations, des shows, des tangos, des pratiques, des milongas, qui est la réunion des danseurs. Donc ça, c'est une invitation ouverte à tous. Vamos a ver, ok. Vamos a ver. La conferencia de hoy está dedicada elle est dédiée por un lado, mostrar la historia, la evolución, de l'évolution du tango. Y por otro lado, la influencia, montrer l'influence des différentes races, en especial, et cultures, et en particulier la culture africaine. 13h48, on revient à l'actu.
Oui, l'actualité, on va rester dans le domaine musical déjà, avec peut-être un nouveau morceau inédit, peut-être de Jacob Desvarieux ou de Patrick Saint-Éloi, sait-on jamais. Avec l'IA, maintenant, tout est possible. Et justement, Paul McCartney, qui est un ex-Beatles, a accordé une interview à la BBC et a déclaré que la voix de John Lennon avait été récupérée par l'IA, retravaillée, pour remixer un album comme s'il était là. Alors peut-être qu'en Guadeloupe, et un jour, on aura un nouvel album de Jacob Desvarieux, de PSE, ce serait formidable. On va rester toujours dans le domaine de l'artistique et de la première édition qui a eu lieu avec la Nuit de l'handicap, où des ateliers d'animation des spectacles étaient mis en avant pour valoriser les personnes en situation de handicap. On voit un reportage de Vianney Valverde. Nuit de handicap, c'est une manifestation qui existe au niveau national depuis quelques années et nous avons entrepris justement de la pérenniser ici en Guadeloupe parce que le handicap concerne tout le monde. Voilà. Et souvent, nous avons l'impression que quelqu'un qui est porteur d'un handicap doit être exclu de la société. Et depuis quelques années, nous travaillons à inclure, à intégrer ces personnes dans notre paysage, faire comprendre, et comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'éducation, savoir que c'est tout petit qu'on peut former nos enfants à comprendre ce que c'est que le handicap et ne pas laisser une personne qui est porteur d'un handicap à l'extérieur, mais faire comprendre que cette personne fait partie aussi de la vie et de nous-mêmes. Voilà. Ce sont des personnes en situation de handicap qui sont avec nous, mais vraiment aussi, nous voulons toucher aussi le tout public, d'accord? De façon qu'on puisse aussi casser en fait les barrières existantes, qu'il y ait cette cohabitation de personnes, qu'il y ait cette égalité effectivement autour des personnes valides et non valides. Donc nous avons plusieurs associations avec nous aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, hein, des associations de bien-être, le bien-être, le bien-vivre avec l'autre, des associations, vous voyez, l'UDAG, l'Union des aveugles de la Guadeloupe, qui sont avec nous, etc., d'associations, et aussi des professionnels qui œuvrent autour du handicap. Nous sommes tous ensemble. C'est pas parce qu'il y a eu un accident dans des gènes, voilà, que nous sommes différents, que nous sommes surtout supérieurs. Ça arrive à tout le monde. Et notamment en matière de déficience visuelle, dès qu'on a 50-55 ans, on commence à moins voir, à voir moins bien. Et comme on vit actuellement jusqu'à l'âge de 80 ans, on a quasiment 20 ans de malvoyance. Donc il faut que nous respectons nos personnes qui sont porteurs de cet handicap-là, disons en particulier, mais de tous les handicaps. Parce qu'à n'importe quel moment, vous traversez la rue, une voiture vous donne une tape, hop, vous êtes porteur d'un handicap, alors que 5 minutes avant, vous ne l'aviez pas. Donc il faut que nous respectons, il faut que nous considérons ces personnes qui, d'après nous, sont différents. Non, c'est simplement par un accident de la vie qu'ils sont différents, mais ils sont comme nous, ils ressentent comme nous. Voilà. Voilà, ben c'est la dernière info de la journée. On va rappeler que depuis le début, on a reçu Alexandre Buc, plaignant de la goutte d'eau, avec Patrice Gano, président de la Ligue des droits de l'homme. Ils étaient avec nous en direct. Ils ont expliqué un petit peu la démarche qui consiste à porter plainte pour la situation de l'eau en Guadeloupe. Ensuite, nous avons reçu Mirella Valérius, directrice de l'association Attitude et Médiation de la Femme. Il nous invite à une manifestation qui est importante. Ce sera jeudi 15, la sexualité entre développement, normalité et limite. Elle a bien expliqué l'intérêt de cette manifestation. Ensuite, nous avons eu la chronique de Miguel Douberne qui, elle aussi, a parlé de la situation de sa vie personnelle et des violences qu'elle a subies. Gérard Christon est encore avec nous pour le dernier festin des immigrés. C'est une pièce qui sera jouée au Moule le 20. Et la première, pas la dernière, pièce mise en scène par Eliane Arnel-Cancel, qu'on va recevoir un de ces jours, qui nous parlera de cette pièce. Et puis, nous allons terminer avec Sandra Messina et Ricardo Cabo, tous les deux des maestros. On dit maestro ou maestra pour la femme? Maestra pour la femme. Maestra pour la femme et maestro pour l'homme. Le tango pour ce soir, les premières assises du tango argentin en Guadeloupe. Ce sera donc à l'hôtel Salaco à partir de 18h.
si vous êtes fan de tango et vous aimez, vous ne savez pas encore l'histoire du tango, mais vous saurez que le tango a aussi des origines africaines. Un dernier mot, peut-être Gérard Christon, avant de partir. Non, juste te remercier. Oui. Et renouveler mes félicitations à Eliane Cancel, qui a pris cette responsabilité de mettre en scène et d'adapter la pièce. Voilà. Iman News va nous rappeler les infos de la journée. Oui, passons en revue l'actualité avec le concours d'éloquence qui a été fait par les jeunes avec l'association APLE sur les abîmes. Nous avons fait le zoom sur le Green Day Festival qui a eu lieu au Moule et sur d'autres sites pour nettoyer les plages de Guadeloupe. Et pour finir, nous avons terminé par la première édition de la nuit de l'handicap aux abîmes. Voici pour les titres du jour. Voilà, 13h54, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du ZCL News en direct de Canal 10 et de RHT. Pour l'heure, c'est Jordan qui était à la manœuvre avec son assistante Njoana. Rendez-vous demain, bon appétit. Si vous n'avez pas encore déjeuné, ce qui m'étonnerait, on vous quitte et puis on se retrouve demain. Voilà, bye bye. Merci Iman, merci à vous, muchas gracias. Et puis hasta luego. Puis merci aussi à Gérard Christon qui est venu, qui a fait le déplacement la veille de son départ pour nous parler du dernier festin des émigrés et qu'on verra avec plaisir la semaine prochaine.